بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كما تقدم الأخ فتحي، أنا طبيب بيطري، راني هنا نشتغل في فالنسيا. جاسبر كو راكم تشوفوا فيا كاع وتسمعوني كاع، مانيش عارف كيفاش. فتحي سي بون دكتور، انا نشوفه فيك، تفضل. داكور. بون ما نطولش عليكم، غادي نبدو المحاضرة تاعنا إن شاء الله. Elle consiste, c'est-à-dire elle se base comment interpréter un bilan sanguin. نبدو مباشرة sommaire. سي بون دكتور، انا نشوفه في الديابو. باش نديرها بلان تيكرون مانيش عارف كيفاش ندير لها هذه لابار. نورمالمون تلقاها لتحت، ما رانيش نشوف الليكرو كومبلي عندك. غتشوف هكا؟ لي تري بيان، ليماج راهي باينه تري بيان. راكم تشوفوا هكا مليح؟ فوالا سي بلان ديكرون دروك، سي بون. صح. لابار دوتي راك تشوف فيها فتحي؟ لابار دوتي اللي جايه تحت راك تشوف فيها؟ نو ما يتبان لك؟ ما تبان. لا. c'est-à-dire l'écran راه يبان غير الكتبه، نو اللي فوالا داكور. غادي نبداو مباشره. لو بيلون سانغان اللي غادي نتعرضوا لها اليوم يتكون généralement trois parties. La première partie c'est une généralité. La deuxième partie c'est-à-dire elle touche l'hématologie, et la troisième partie c'est la biochimie. في les généralités غادي فتحي راك تشوف فيها؟ وي دكتور. غير باش بون في لا بروميير بارتي اون فا فوار دكتور لو سون برك راه بعيد، كان تقرب الميكروفون هكا فتحي. فوالا هكا مليح تري بيان. Bon, la première partie généralité, elle contient, c'est-à-dire les différents types de prélèvements, l'identification des échantillons, les envois des échantillons vers le laboratoire, les communications des résultats, qui fait que le laboratoire il nous communique les résultats, les prises de sang, comment préparer l'animal, les techniques de prise de sang, quels sont les prélèvements choisis pour chaque analyse, les facteurs qui peuvent nous fausser les résultats. Et la deuxième partie, c'est l'hématologie, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce que c'est le FNS ou l'hémogramme. Le FNS, il est composé de trois types de cellules ou de lignées qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Je vous les indications ces trois lignées, c'est-à-dire وين تيكونوا عندنا les globules blanches طالعين هاودين, les globules rouges, l'augmentation des globules rouges, la diminution des globules rouges et les plaquettes. Et la deuxième partie, la troisième partie, c'est la biochimie. Ce sont les différents paramètres qui peuvent nous diagnostiquer certaines pathologies. Ces paramètres-là, ils peuvent être des enzymes, des coenzymes, des lipides, des lipoprotéines. Ils peuvent être encore des acides gras. Donc, c'est-à-dire le sommaire de cette conférence. Bon, غادي نبدو بلي tubes de prélèvement. Donc, on a différents types de prélèvements. Les tubes DTA. Le DTA, c'est un anticoagulant, c'est-à-dire du moment qu'on aspire, on fait le prélèvement, c'est-à-dire l'animal, on le met dans un tube, c'est-à-dire il aime qu'un anticoagulant, le sang il va coaguler rapidement. Donc, on met l'anticoagulant qui est le DTA par exemple et l'héparine, c'est-à-dire pour que le sang ne coagule pas. Et après, on procède à la centrifugation du sang. La centrifugation du sang, c'est-à-dire on met le tube dans un centrifugateur à une vitesse à peu près de 3000 tours minute pendant 5 minutes. فتحي راك تسمع فيها مليح؟ فتحي؟ الو؟ وي دكتور نسمع فيك مليح.
Très bien. Oui. Donc, il y a différents types d'anticoagulants. On a le DTA qui est l'éthylène diamine tétraacétique. نستعمله généralement l'hémogramme surtout pour mesurer les globules rouges et les globules et les plaquettes. نستعمله في les tests de PCR. C'est les réactions en chaîne de polymérase. نستعمله par exemple l'héparine chez les oiseaux et les reptiles. Les citrates l'hémostase, par exemple pour évaluer les facteurs de l'hémostasie, par exemple, une chirurgie, on va procéder à une analyse pré-anesthésique ou pré-chirurgicale, anesthésique. Alors, est-ce que l'animal il coagule le sang bien ou il coagule mal le sang? Par exemple, dans une intervention où on n'a pas l'hémostase de l'animal, on n'a pas l'hémostase parce qu'on n'a pas réalisé le bilan pré-anesthésique. Si par exemple on a une hémorragie, on sait pas comment intervenir là-dedans. Quand on fait une analyse pré-anesthésique où il fait l'hémostase, c'est-à-dire le temps, l'animal, il coagule bien le sang ou non, c'est-à-dire après l'analyse. Autre type de tube, c'est un tube pour sérum avec gel. Avec le فتحي راك تشوف هنا le curseur فتحي Oui, راه باين دكتور. Pour le marron. هذا avec Marron, gel. oui. Exactement. Le tube fait un anticoagulant fluorure de sodium, c'est pour mesurer pour mesurer les lactates et le glucose. On a certains écouvillants, qui mettent des cotons-tiges, ou font un milieu de culture. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait un prélèvement, tu as un prélèvement nasal ou un prélèvement oculaire, on met directement l'écouvillon dans le tube qui contient un milieu de culture pour qu'il favorise. S'il y a des bactéries, pour qu'il favorise les bactéries ou les virus ou des champignons, favorise le développement ou la croissance de ces germes-là. On a d'autres tubes, flacons pour l'histologie, par exemple une biopsie, une extirpation d'un carcinome mammaire ou une tumeur ou une néoplase. ندير la biopsie ونستعملوها directement في هذا le tube avec le formol. Autre tube autre récipient pour expédier le matière d'avortement, quel que soit placenta ou autre. Tube prélèvement d'urine et à sec, le bouchon تاعه جاي jaune. عندنا le tube pour les selles, pour détecter les parasites, les champignons, les bactéries. Le bouchon تاعه à peu près جاي marron. وهذو les boîtes d'expédition, par exemple, quand on a un échantillon, on nécessite une réfrigération ou la congélation, نستعملوا le tube تاعنا dans ce pack-là. Deuxièmement, on doit identifier l'échantillon. Presque tous les échantillons, c'est-à-dire on les identifie soit contient un code barre ou là avec un stylo feutre ou la stylo à billes, les indications ils doivent, c'est-à-dire on doit citer le nom de l'animal, le nom du propriétaire et le type de prélèvement. Je vais vous montrer un type de demande c'est une demande de prélèvement. Non, docteur, ما يتبانش. Non, معليش نقلعوا le tube تاعنا ولا l'échantillon تاعنا
on doit l'associer toujours avec une demande d'analyse. La demande d'analyse, elle contient toujours les identifiants propriétaires et le type d'analyse qu'on doit chercher. Après, on envoie les échantillons. Les prélèvements, ils doivent être passés dans un emballage. Généralement, on dirait l'échantillon ou le tube dans un sachet avec le code barre et la demande d'analyse. Et on met tout dans une boîte en carton qui marque comme tu vois fiha. Ou là, c'est-à-dire on envoie ça avec des enveloppes, c'est-à-dire le laboratoire. Le lendemain ou le surlendemain, ça dépend de la durée des échantillons. 24 heures, ils nous auront les résultats. Qu'il y ait 2 jours, qu'il y ait une semaine, les biopsies à 6-7 jours. Par exemple, les tests d'allergie jusqu'à 7-8 jours, la biochimie, la sérologie en 24 heures, soit ils battent par voie ou les battent par du logiciel de la clinique. De gestion, le logiciel de gestion de clinique, il est connecté au laboratoire à travers le logiciel. Donc, on va passer à la prise de sang et la préparation des échantillons. Avant la prise de sang, on doit bien préparer l'animal. L'animal, il doit être à jeun de 12 heures. Il doit avoir un effort physique, il est calme, c'est-à-dire par exemple, il est excité ou là, le taux de cortisol, le stress et l'adrénaline, surtout le cortisol, il va augmenter. Donc, le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il va interférer ou il va modifier certains paramètres. Donc, c'est pour cette raison qu'il trouve l'animal à la clinique, mais si tout de suite il faut la salle de consultation, on réalise l'échantillon, qu'il se calme, surtout chez les chats. Donc, et après on fait l'extraction soit des urines ou du sang. Donc, par exemple, si l'animal il est excité, on a certains paramètres qui radicent bedlou. Par exemple, on a la créatine kinase, c'est une protéine du muscle et des tissus cardiaques. On a les glucoses, on a le cortisol, on a les leucides, des fois ils talent, des fois ils habtent, les globules blancs. Donc, les techniques de prise de sang, pour éviter une hémolyse, la compresse doit être faite un peu de ça. C'est-à-dire, on fait l'extraction du sang, mais il faut le garrot, on laisse le garrot 5-10 minutes, on a la seringue, l'aiguille, la désinfection. Non, on laisse le garrot jusqu'au dernier moment pour éviter c'est-à-dire la compression et l'hémolyse. L'hémolyse, c'est la destruction des globules rouges. Une fois qu'on a une hémolyse, on va voir après les facteurs qui peuvent interférer ou qui peuvent changer les résultats d'analyse, comme l'hémolyse ou la lipémie. Donc, l'aiguille, généralement, c'est le diamètre c'est G23, c'est-à-dire on a à peu près 2 cm et demi de longueur et le diamètre à peu près 0,23. Donc, une aspiration lente, mais c'est-à-dire on aspire de façon brusque pour éviter l'hémolyse. C'est-à-dire quand on aspire le sang, ou le sang il est dans la seringue, c'est-à-dire pour le remettre dans le tube doucement, c'est-à-dire il ne faut pas exercer une pression. Donc, c'est-à-dire pas sous forme de jet, c'est-à-dire il faut que le sang, c'est-à-dire ينزل من l'aiguille vers le tube, c'est-à-dire goutte à goutte, غير بالقطرة. Donc, et après le prélèvement, on doit jeter tout ce qui
qui est par exemple les aiguilles dans un conteneur spécial et les deux coups rouges. Et surtout ne pas envoyer les objets pointus, c'est-à-dire dans les enveloppes ou là dans les boîtes, c'est-à-dire au laboratoire, ils peuvent nous provoquer des accidents. On a les types, les types de sang qu'on doit utiliser pour analyse. Premièrement, on a le sang coagulé, c'est-à-dire qu'on a le sang dans un tube sec, sang anticoagulant. La deuxième partie, c'est le sang avec un anticoagulant. On a l'héparine ou les DTA. Donc, pour le sang, le tube sec, il y a à peu près 5, 10 à 15 minutes où on procède à la centrifugation. Un appareil, c'est-à-dire la vitesse sera de 3000 tours minute et à partir de là, le sang avec des anticoagulants. Après centrifugation, c'est le plasma. Donc, la différence bien le sérum et le plasma, c'est-à-dire elle est issue dans un tube avec anticoagulant et sérum avec un tube après dans un tube sec. Donc, la différence, la partie liquide du sang rendue coagulable par l'ajout d'un anticoagulant. Donc, tube plus anticoagulant, elle est plus facile à obtenir que le sérum et l'hémolyse, il est minime. Donc, on a généralement pour mesurer les paramètres biochimiques, les anticoagulants avec plasma, soit l'héparine ou les DTA ou le citrate pour l'hémostase. Donc, on a la centrifugation, c'est 3000 à 3500 tours minute pendant 5 à 10 minutes. Bon, on a généralement, on utilise 1000 tours minute, 5 minutes, où il y a un plasma clair, net, sans hémolyse, sans rien du tout. Et la deuxième partie, c'est le sérum, c'est la partie liquide du sang, mais elle ne contient pas des globules rouges ni des globules blancs. Donc, toujours, on laisse coaguler le flacon. On passe à la centrifugation et après, on tasse le sérum avec une pipette. Dans les deux cas, pour le sérum, la plaquette ou la plasma, c'est la pipette, c'est-à-dire ou une seringue de millilitres, c'est-à-dire la seringue le fond du tube, et on aspire juste le liquide clair. Donc, le sang total, ne pas envoyer du sang total, il y a un risque d'hémolyse. Généralement, on laisse le sang total. Le sang total, ça veut dire que les centrifugateurs, ça ne se fait pas. Donc, le sang total, il peut nous fausser les paramètres. Parce que généralement, pour les paramètres biochimiques, une fois on réalise l'extraction du sang, on fait la centrifugation et on aspire le sérum ou le plasma. Parce que les globules rouges, ils vont absorber le glucose. Donc, le glucose va dire le sang. C'est-à-dire il va être absorbé par les cellules blanches et les cellules rouges. Donc, c'est falso negativo, c'est-à-dire le glucose, par exemple, normal, وكي نديروا l'analyse تاعه نلقوه هاود parce que خليناه plus de temps où le glucose il a été métabolisé par les cellules sanguines. Donc, ce sont des DTA qui m'a dit pour l'hémogramme, les thrombocytes, les groupes sanguins et les tests PCR. Frottis sanguin, c'est un type de test pour évaluer les différentes cellules sanguines. Bon, pour le frottis, on a une goutte fine avec sur porte-objet. Et le deuxième porte-objet, c'est-à-dire on l'incline à 30 à 45 minutes, on doit vers l'avant, c'est-à-dire on fait le, comment dirais-je, c'est-à-dire on doit vers l'arrière,
بعد ندمروها vers là-bas. طالي ويكون عندنا تشوفيها سي بون فتحي. D'accord. نزيد 5 minutes. Oui, نزيد 5 minutes فتحي. oui, D'accord. تفضل. Donc, نشوفوا les différents facteurs qui peuvent intervenir qui peuvent nous fausser les résultats. l'hémolyse les tubes هنا اللي رانا نشوفوا فيهم c'est des plasmas ou du sérum, mais il n'est pas clair, c'est-à-dire il contient, c'est-à-dire avant la centrifugation, c'est-à-dire soit on a aspiré d'une façon brute, d'une façon rapide le sang, ou là on a injecté le sang après la prise de sang d'une façon très rapide dans le tube. Après centrifugation, il y a le plasma ou là le plasma ou là le sérum rapide. Donc, c'est la rupture de la paroi des érythrocytes. Donc, les cellules, les érythrocytes, c'est-à-dire la paroi taham, elle s'éclate, il laisse passer l'hémoglobine dans le sang. Et après centrifugation, donc, l'hémoglobine a la couleur du sérum, du plasma, et ils peuvent nous fausser les résultats. Donc, c'est-à-dire le potassium, le fer, et on a la couleur rouge du plasma du sang. Les types de modifications, c'est-à-dire généralement, en cas d'hémolyse, l'albumine, les paramètres hépatiques, les acides, la bilirubine, le protéine totale, le potassium, calcium, la créatinine, lipase, magnésium, etc. Il y a diminution de certains paramètres, par exemple les phosphatase alcalines, les bilirubines, les acides foliques, etc., etc. Et le type de facteurs qui peut nous fausser les résultats, la lipémie. La lipémie, c'est la présence des lipides dans le plasma. C'est-à-dire, par exemple, un animal qui a une altération hépatique, ou là, c'est-à-dire, il a GNH à jeun, il a, par exemple, une ration qui est riche en lipides, ou directement, on a fait la prise de sang dans la centrifugation, donc, à dire un sérum ou un plasma blanchâtre. Donc, on peut avoir des modifications, par exemple, au niveau du phosphatase alcali, les acides, les alates, la bilirubine, et une diminution de l'amylase, l'albumine, potassium et sodium. D'accord. Donc, la deuxième partie, c'est l'hématologie. L'hématologie, c'est-à-dire, elle consiste d'évaluer ou de mesurer les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. C'est les principaux composants du sang. C'est une mesure quantitative. Par exemple, il y a 1 millilitre de sang, il y a le globule blanc, il y a le globule rouge, il y a les plaquettes. Donc, généralement, nous les automates, c'est des appareils, spéciaux qui peuvent nous quantifier ces 3 paramètres. Donc, on va commencer par le premier composant du sang qui est les globules blancs ou la lignée des rouges. Donc, généralement, باش نعرفوا تعطينا une idée sur l'animal il a une anémie ou il n'a pas d'anémie. Donc on se base généralement sur le nombre des globules rouges ou des hématies, l'hématocrite, le taux d'hémoglobine, la teneur corpusculaire moyenne de l'hémoglobine, la concentration corpusculaire moyenne de l'hémoglobine et le volume globulaire moyen. C'est-à-dire paramètres les plaquettes. Et je vais vers je suis un peu donc les indications interprétation de la formule numération sanguine ou la numération formulaire sanguine. مانيش عارف كيفاش. Bon, c'est-à-dire, elle nous détermine si, par exemple, l'animal il a une anémie, une érythrocytose ou le contraire de l'anémie, leucocytose, leucopénie et la thrombocytopénie.
Donc, l'anémie, c'est-à-dire l'anémie, باش نعرفوا بلي l'animal il est anémique, et il a عنده les réticulocytes, c'est-à-dire présents في l'échantillon. Les réticulocytes هما les cellules immatures des globules rouges, c'est-à-dire les réticulocytes qui vont se développer, ils vont nous donner les globules rouges. Donc, il a fait un échantillon, ma fiche, les réticulocytes, ça veut dire que l'animal, c'est-à-dire l'animal, il a une anémie non régénérative. Il y a deux types d'anémie, l'anémie régénérative et l'anémie non régénérative. L'anémie régénérative, ça veut dire que quand il y a une perte de sang, c'est-à-dire l'animal, il a la capacité de régénérer ces pertes-là. Donc, les mesures يعطوهم لنا كما قلنا soit un frottis نشوفوه sous microscope avec coloration des fruits par exemple, ou là les automates ou là les appareils. Donc, غادي نشوفوا les différents types d'anémie. عندنا une anémie régénérative. Ça veut dire que le nombre de réticulocytes, c'est-à-dire on se base sur le réticulocyte, c'est-à-dire il n'atteint pas un certain seuil. Soit il y a deux causes, soit une perte de sanguine interne, externe, par exemple des hémorragies internes, des hémorragies externes, ou là une hémolyse. Une hémolyse, il y a la destruction des globules rouges. La destruction de l'hémolyse, elle peut être, c'est-à-dire suite à une anémie hémolytique à médiation immunitaire, c'est un défaut, là c'est une altération du système immunitaire, c'est-à-dire le système immunitaire, il commence à produire certains auto-anticorps qui détruisent ces globules rouges, c'est-à-dire هو يعدهم كيشغل des corps étrangers, c'est-à-dire le système immunitaire de l'animal يعد باللي les globules rouges comme des corps étrangers, ils les détruisent. Donc suite à un stress, suite présence de parasitémie ou de parasites ou là des mycoplasmes, هادو كاع les causes de l'anémie régénérative. On a une photo d'un animal anémique. Il se détecte suite à l'observation des muqueuses buccales ou des muqueuses oculaires. Voilà, généralement, c'est des cellules rouges avec de corps de Heinz. Le corps de Heinz, qui qu'on a un dagneau, pardon, oxydative, un daño oxydativo, c'est-à-dire une altération oxydative, par exemple une intoxication par paracétamol, ils peuvent nous provoquer la formation des corps de Heinz. Ce sont des petits corps qui se trouvent à l'intérieur des globules rouges. Là, par exemple, c'est un frottis où ils chauffent les érythrocytes. On a érythrocyte 1, érythrocyte 2, érythrocyte 3, érythrocyte 4. Ça veut dire que l'anémie, elle est régénérative. On a un autre type d'érythrocyte où on trouve la flèche. C'est une anémie régénérative. Quoi d'autre? Deuxième type d'anémie, c'est non régénérative. Le réticulocyte, c'est-à-dire le nombre il est moins de 60 000 cellules par millilitre de sang. Les causes de l'anémie non régénérative, c'est-à-dire qu'ils soit médulaire ou extramédulaire. Médulaire, qui a un problème structurel dans la moelle osseuse, par exemple un cancer ou une tumeur ou leucémie de la moelle médulaire, la moelle osseuse, pardon, ou l'extramédulaire, qui a une inflammation. En cas d'inflammation, on a une production ou synthèse des facteurs inflammatoires, on a les cytokines, soit IL-1 ou IL-6. Les facteurs d'inflammation, ils peuvent détruire les différentes globules rouges. Une insuffisance rénale, ça veut dire qu'il y a une protéine qui s'appelle par les reins. En cas d'insuffisance rénale,
la production elle est diminuée, donc il n'y a pas de érythropoïèse, donc il n'y a pas de formation, production des globules rouges, pardon. Une insuffisance hépatique, l'insuffisance hépatique, elle intervient dans la formation de différentes protéines qui interviennent dans la formation des globules rouges. On a une anémie non régénérative où il y a seulement la présence des globules rouges, absence des réticulocytes. Généralement, c'est une anémie non régénérative, pas de présence, pas de absence de réticulocytes. On a un neutrophile, qui est un globule blanc, et le reste, c'est des globules rouges. Le contraire, deuxième partie, enfin, le contraire de l'anémie, c'est l'érythrocytose. Il y a une augmentation accrue des globules rouges, c'est-à-dire elle est déterminée par l'évaluation, la mesure des globules rouges, l'hématocrite et l'hémoglobine. L'hématocrite, c'est le nombre de globules rouges dans une quantité fixe de sang. Il est mesuré par un pourcentage. L'animal a un hématocrite de 35%, 40%, 55%. Il a une anémie ou non. Ou elle est mesurée aussi par le troisième facteur qui est l'hémoglobine. Bon, l'érythrocytose, on a deux types, on a la relative, on a l'absolue. Je vais faire très très vite. La relative, elle est due à la déshydratation, perte de liquide, des diarrhées, des vomissements. Des pertes de liquide, généralement des hémorragies, ou là des contractions spléniques. Par exemple, le cas de stress, un animal stressant, c'est-à-dire il a peur de quelque chose, a des contractions de bassin ou de la rate, il y a une production, libération accrue de globules rouges dans le sang. Donc, le premier type d'érythrocyte, l'augmentation des globules rouges, c'est relatif, c'est-à-dire c'est-à-dire les globules rouges, ils peuvent diminuer, c'est relatif, c'est pas une fois par exemple il passe la déshydratation ou là il passe l'état de stress, l'excitation, et se décontracte le bassin ou la rate ou le globule blanc, le rouge. Le deuxième type, c'est très important, c'est l'érythrocytose absolue, adna primaire, secondaire. La secondaire fait appropriée, inappropriée. Donc, l'absolue primaire, c'est-à-dire c'est une polycythémie vera, elle est très très rare, elle s'appelle polycythémie vera, c'est-à-dire elle est très très rare. Il y a une production accrue des globules rouges par la moelle osseuse, c'est-à-dire qu'il y a un désordre myoprolifératif, c'est-à-dire une augmentation par la moelle osseuse accrue des globules rouges, où l'érythropoïétine est normale, des fois diminuée. Alors, deuxième type d'érythrocytose absolue, c'est secondaire, soit qu'on a approprié ou inapproprié. Approprié, une forte production de l'EPO par les reins, c'est-à-dire en présence d'hypoxie, où là, la pression artérielle de l'oxygène, elle est diminuée. Donc, en cas, par exemple, d'insuffisance cardiaque gauche, c'est-à-dire le sang, le cœur, il n'arrive pas à bomber ou à pomper, c'est-à-dire à pomper le sang pour qu'il y ait une oxygénation adéquate pour la production des globules rouges, parce que l'hémoglobine, c'est le rôle le transport de l'oxygène vers différents types d'organes ou de tissus. Donc, en cas d'hypoxie, on a l'érythrocytose. Ou là, un problème de pneumopathie, c'est-à-dire l'animal, il respire pas bien, c'est-à-dire le taux d'oxygène augmenté, c'est une hypoxie. Ou là, l'attitude des animaux qui vivent dans des régions à haute altitude où l'oxygène est naqs. Donc, le deuxième type secondaire inapproprié, l'érythropoïétine est élevée, pas d'hypoxie. Je vois généralement les tumeurs rénaux ou là le Cushing, l'hypoadrénocorticisme. Le schéma, ils peuvent nous expliquer d'une façon bien détaillée l'érythrocytose.
un cas on a une suspicion de l'érythrocytose, نشوفوا les signes de déshydratation. Si l'animal il est déshydraté, qu'est-ce qu'on fait? دكتور excusez-moi Oui, vas-y. كاين دي بارتيسيبون قالوا لك ماش تسمع مليح. هكا وي هكا نسمعوا. Donc l'algorithme il nous explique d'une façon claire l'érythrocytose. Qui qu'on a une suspicion d'un cas avec un animal avec une érythrocytose, la première des choses, on la fluidothérapie, on là du sérum, on chauffe. Il a après, c'est-à-dire un certain temps, c'est-à-dire les globules rouges, c'est-à-dire diminuent, ça veut dire qu'elle est relative. Elle n'est pas absolue. Il a, après la fluidothérapie, c'est-à-dire les globules rouges, ils nous démantelent. On laisse l'animal qu'il se calme. Il peut être dû à l'excitation ou la contraction splénique. C'est-à-dire, on dirait une prise de sang. Il a après le repos, c'est-à-dire les globules rouges, donc c'est une érythrocytose relative, c'est-à-dire elle est due à la contraction splénique qui nous a libéré beaucoup de globules rouges dans le sang. Il a par exemple les globules rouges mahoudouche, qu'est-ce qu'on fait? On mesure c'est-à-dire la pression sanguine pour évaluer le taux d'oxygène dans le sang. Pour éliminer l'époxy. Il a par exemple les globules rouges, ça veut dire que c'est une érythrocytose absolue secondaire à l'hypoxie. L'hypoxie, elle a été la cause de l'érythrocytose. Il a, c'est-à-dire la pression normale, c'est-à-dire la pression, c'est-à-dire le taux de l'oxygène dans le sang, il est normal, ou l'érythrocytose, c'est-à-dire elle existe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'imagerie, c'est-à-dire on fait une échographie pour évaluer l'état des reins. Donc, et automatiquement, on va trouver un problème rénal, soit une tumeur. Donc, suite à une tumeur, ça veut dire que le rein, il est en train de, il nous produit un taux très élevé de l'érythropoïétine, qui est la cause de la production accrue des globules rouges. Sinon, il a l'érythropoïétine, c'est-à-dire elle est basse, c'est-à-dire elle est diminuée, ou le rein il est bien, c'est-à-dire il me cache signe de tumeur ou le processus néoplasique. Donc, on va diagnostiquer une érythrocytose absolue primaire اللي هضرنا عليها الأولى وهي يعيطوا لها polycythemie vera. Donc, les indices érythrocytaires, s'il y a anémie ou non, c'est-à-dire on se base surtout sur le nombre des globules rouges, l'hémoglobine, l'hématocrite ou le taux des globules rouges dans une quantité fixe de sang, le volume corpusculaire moyen ou la taille moyenne de l'érythrocyte, ou la concentration de l'hémoglobine moyenne, ou la concentration de l'hémoglobine cellulaire moyenne. La concentration de MCHC, c'est la relation du poids de l'hémoglobine dans une cellule par rapport au volume des globules rouges. Les paramètres, c'est l'automate ou l'appareil qui يعطيهم لنا. Bon, le deuxième chapitre de l'hématologie, c'est leucocytose et leucopénie. وقتاش يطلعوا les globules blancs, وقتاش يهودوا les globules blancs. Donc, il y a certaines variations physiologiques des globules blancs, c'est-à-dire elles sont liées à l'état comportemental. Par exemple, un animal excité, un animal en état de stress, les globules bleus, c'est-à-dire les globules rouges, soit يطلعوا ولا يهودوا. Par exemple, un animal suite à un exercice physique brutal, c'est-à-dire une contraction de la rate, il va libérer beaucoup de globules rouges, plaquettes et les globules blancs. Donc, deuxième facteur, c'est-à-dire une variation, c'est-à-dire par rapport au sexe, en état de gestation, les nombres des globules blancs liés à la race, chez les labradors et les golden, généralement le nombre des neutrophiles, les globules blancs, type de
globules blancs هاود. Les variations pathologiques نشوفوهم دروك. Le nombre de globules rouges détermine la cause, la sévérité et la durée, le pronostic de la pathologie, de la maladie. L'interprétation des résultats avec, toujours avec l'anamnèse, l'examen clinique et autres examens. C'est-à-dire, on ne se base pas pour diagnostiquer une maladie, on ne se base pas seulement c'est-à-dire sur le FNS. C'est-à-dire, on se réfère surtout les tableaux cliniques et d'autres examens. Le premier type de globule blanc, c'est neutrophile. Le neutrophile, c'est l'augmentation des globules rouges. Elle est due à la production médullaire et très augmentée, élevée et des globules des neutrophiles. Donc, et sa libération dans la circulation. Les causes des neutrophilies, les processus inflammatoires, les abcès, les pyométres, tout ce qui est processus inflammatoire, par exemple les maladies systémiques, les leptospiroses par exemple, les corticothérapies, le syndrome de Cushing ou l'hyperadrénocorticisme ou là, les tumeurs. Les neutropénies, il y a la diminution des globules blancs. Généralement, qu'on a une diminution de la production. Les troubles de maturation de la médullaire ou la médullaire, en français, c'est النخاع الشوكي. النخاع الشوكي بالي ولا مو ليبينير اسمح لي بارك الله فيك. ولا la diminution de la durée de vie, c'est-à-dire les neutrophiles ما يعيشوش بزاف. Les causes عندنا des infections bactériennes virales stade aigu, عندنا les aplasies médullaires, les aplasies médullaires, c'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse. On a les cas de chimiothérapie, les métastases, les infections chroniques, par exemple les Ehrlichia, la Leishmania, les chimiothérapies qui utilisent généralement les molécules chimiques. Les ionophilies, c'est l'augmentation, c'est le troisième type des globules blancs, l'augmentation des ionophiles. Généralement, nous les réactions allergiques, le parasitisme, les bronchopneumonies allergiques, les tumeurs, les gastroentérites, les panostéites éosinophiliques. C'est une maladie des os longs chez les chiens de race, chez les chiens jeunes de grande race, par exemple les pasteurs. Les inflammations des muscles, les iopénies, c'est la diminution des ionophiles. Généralement, on a un stress. Le stress, il génère l'augmentation les corticothérapies, généralement, le Cushing ou l'hyperadrénocorticisme. Les basophiles, c'est le cinquième type de cellules blancs. C'est la présence en très faible nombre, c'est-à-dire elle n'est pas significative. Les causes, généralement, d'Irofilaria. D'Irofilaria, c'est un parasite du poumon, ou bien le Cushing, certaines réactions allergiques. Les basopénies, c'est la diminution des basophiles, elle n'est pas significative. Septième type, c'est les lymphocytes, les augmentations des lymphocytes. Les causes de lymphocytose, c'est les infections chroniques, les Ehrlichia, toxoplasma, les pneumonies, les maladies infectieuses, inflammatoires chroniques, les hypoadrénocorticismes. La distance, c'est le contraire de Cushing ou l'hyperadrénocorticisme, ou la l'hypothyroïdie chez les chats. Lymphopénie, c'est la diminution des lymphocytes. Les causes toujours les corticothérapies, soit par voie exogène ou par voie les cortisol par voie production de cortisol par voie endogène, le cas de Cushing, les maladies virales carrées parvovirosis. Les monocytes, 9e type, les monocytes, c'est-à-dire les causes, c'est le cas de stress, toujours. L'échogramme de stress, c'est très important. Les monocytes, c'est-à-dire monocytose avec le neutrophilie.
lymphopénie et eosinophilie. Les quatre types de l'achor et le cogramme de stress. Hein. C'est-à-dire un animal avec un stress, qui n'a le FNS, nous parle le cogramme de stress, monocytose, neutrophilie, lymphopénie et eosinopénie. C'est très important à appeler les cortisol et les endocardites, les néoplasiques, les monocytopénies, c'est-à-dire elle n'est pas significative, et à une photo la troisième parabiochimie de mesurer certains paramètres, par exemple paramètres hépatiques, pancréatiques, les paramètres rénaux, les albumines, bilirubines. Il y a plusieurs, comme généralement à peu près 17-19 paramètres, les paramètres hépatiques, c'est-à-dire sont composés des alates, des asates, les phosphatases alcalines, les gamma, les GGT et les acides biliaires. Les asates, c'est-à-dire les asates sont des enzymes ou l'aspartate aminotransférase, c'est des enzymes produites par les cellules hépatiques ou les hépatocytes et les mitochondries des hépatocytes. Donc, c'est-à-dire elle intervient, les asates, c'est-à-dire leur nombre, il augmente en cas de myosites, des myocytes et les hématies. C'est-à-dire qu'on a une libération des asates par les hépatocytes ou là, par les cellules musculaires ou là, les cellules, les globules rouges ou là, les cellules cardiaques. Ils sont moins spécifiques dans le foie que les alates, c'est-à-dire qu'on a une altération hépatique, on mesure les asates. Donc, les asates s'augmentent en cas de cytolyse ou de lyse de cellules hépatiques, en cas de nécrose musculaire et hémolyse. C'est-à-dire, qui diront l'analyse du plasma ou du sérum, en cas de lésion hépatique, les asates talènes, en cas de problème musculaire, par exemple les nécroses, les myocytes, les hémolyses aussi, les asates. Les diminutions ne sont pas significatives. Deuxième paramètre hépatique, c'est, pardon, le premier paramètre, c'est les alates. Deuxième, les asates. Et troisième, c'est les phosphatases alcalines. Les phosphatases alcalines, pardon, une petite remarque, toujours pour évaluer les lésions hépatiques, toujours on évalue les alates, les asates et les phosphatases alcalines, c'est-à-dire en même temps. Troisième paramètre, c'est phosphatase alcaline. C'est un paramètre des canaux biliaires et aussi c'est un paramètre hépatique et osseux. En cas, par exemple, suspicion d'une cholestase ou l'obstruction des canaux biliaires, les phosphatases ou les pales s'augmentent dans le sang en cas de cholestase, obstruction des canaux biliaires. En cas, par exemple, d'une pathologie des ostéosarcomes, des tumeurs osseuses, en cas de croissance chez les jeunes ou la guérison des fractures, guérison des fractures. Donc, dans ce deux derniers cas, ce n'est pas pathologique, c'est physiologique. Par exemple, une fracture, c'est-à-dire en cas de guérison, les phosphatases alcalines est chez la croissance osseuse chez les jeunes animaux. Les cortico-inductions, soit endogènes ou exogènes, endogènes par voie, c'est-à-dire production interne par les adrénales, les glandes surrénales en cas de Cushing ou l'hyperadrénocorticisme, et par voie exogène, corticothérapie, ou là en cas de phénobarbital. D'ingestion de phénobarbital. Par exemple, le cas d'épilepsie, l'animal n'a un traitement prolongé à base de phénobarbital. Donc, phénobarbital, il peut c'est-à-dire augmenter les pales. Diminution, elle n'est pas significative. Quatrième paramètre hépatique, c'est GGT ou gamma-glutamyl transférase. C'est-à-dire il présente dans les cellules des canaux biliaires
les pancréatiques, les tubes rénaux et les glandes mammaires. Les tissus, c'est-à-dire ils peuvent nous produire les RHT. L'augmentation des RHT en cas des maladies cholestatiques, des maladies des canaux biliaires, généralement, c'est un facteur de sensibilité très élevé en cas de pancréatite chez le chien et en cas de cholangite, de cholangiohépatite, cirrhose et nécrose hépatique. Aussi, c'est un paramètre de sensibilité très élevé. En cas de corticothérapie aussi, il y a une augmentation des RHT, diminution n'est pas significative. L'autre paramètre des hépatiques, c'est les acides biliaires. Donc, les acides biliaires, c'est-à-dire sont synthétisés ou produits par les cellules hépatiques, éliminés par voie biliaire, c'est-à-dire le rôle il provoque solubilise les lipides et participe dans la digestion des graisses, c'est-à-dire il augmente en cas de maladie hépatobiliaire, inflammatoire générative, par exemple nécrose, ou métabolique, lipidose. En cas de shunt portosystémique, c'est-à-dire déviation de la circulation sanguine au niveau de la circulation entéro-hépatique, c'est-à-dire le sang, il ne passe pas par d'une quantité suffisante par le foie, c'est-à-dire il y a une déviation. La diminution, elle est rare et peu significative. Deuxième paramètre, c'est les paramètres pancréatiques. On va voir, c'est-à-dire il y a plusieurs paramètres, mais non, l'amylase, c'est une enzyme qui est sécrétée par le pancréas. Donc, elle est filtrée par le rein et réabsorbée par les tubules rénaux. C'est-à-dire en cas de suspicion de maladie pancréatique, c'est-à-dire on mesure et on évalue l'amylase. C'est-à-dire en cas de, par exemple, de vomissement, de douleur abdominale, vomissement chronique, douleur abdominale, il nous incite pour mesurer ou évaluer l'amylase. Donc, l'amylase, elle augmente en cas de lésion pancréatique, la filtration glomulaire diminue, le taux de filtration glomulaire, c'est-à-dire une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire le rein, il laisse pas, il filtre pas l'amylase. C'est pour cette raison il reste dans le sang, son taux il augmente. La diminution de l'amylase, elle n'est pas spécifique. Des fois, les corticoïdes, ils peuvent provoquer une diminution de l'amylase. Deuxième paramètre pancréatique, c'est la lipase. Lipase, toujours, elle est produite par c'est une produit, elle se trouve dans le cytoplasme des cellules exocrines du pancréas, c'est-à-dire elle participe dans la digestion des graisses, elle est éliminée par les reins. Donc, c'est un test qui n'est pas recommandé, c'est-à-dire il n'est pas spécifique pour les altérations pancréatiques, c'est-à-dire la lipase, elle augmente toujours dans les altérations, les dommages des cellules exocrines pancréatiques, les pancréatites, le taux de filtration glomulaire au niveau des reins qui est diminué, les corticothérapies, les péritonites, les hépatopathies. Diminution, elle est significative, elle n'est pas significative. Les lipases pancréatiques spécifiques d'espèces, c'est CPLI et FE-PLI, c'est canine PLI et féline PLI. Ce sont deux tests spécifiques pour les atteintes, les altérations pancréatiques. Ce sont des tests de sensibilité très, très élevés. Par exemple, les CPLI, elle est de sensibilité 81, spécificité aux spécialités 69, et chez le FPLI, les félins, de sensibilité 67 et spécificité aux spécialités 91, c'est-à-dire elle augmente en cas de pancréatite et diminution en cas d'insuffisance pancréatique exocrine chez les chats et les chiens. C'est-à-dire qu'il y a une insuffisance pancréatique, le pancréas n'arrive pas à produire suffisamment de lipase. Le TLI, c'est l'autre paramètre de pancréatique. Donc, il est détecté par le test ELISA. Il est synthétisé par les cellules pancréatiques acinies.
C'est un test de référence pour diagnostiquer l'insuffisance pancréatique exocrine, ou l'IPE. Il est de sensibilité et spécificité à 100%. Il est hautement recommandé en cas de IPE. L'augmentation en cas de pancréatite, les IRC, insuffisance rénale chronique, les repas récents, et diminution en cas de l'IPE et dénutrition protéique extrême, c'est-à-dire une alimentation faible aux pauvres en protéines. On va passer le troisième paramètre qui est l'albumine. Elle est synthétisée dans le foie, c'est-à-dire le cortisol et les hormones de la glande thyroïde, c'est-à-dire il influe sur sa synthèse. Même en cas d'inflammation, il y a une production des facteurs inflammatoires, les interleukines 1, 6 et cytokines. Ils diminuent la production des albumines sériques. Les albumines, ce sont des protéines. Les protéines totales sont composées des albumines et les globulines. Les globulines, les alpha-1, alpha-2, les bêta et les gamma-globulines. Donc, les globulines plus les albumines, ils ont les protéines totales. C'est-à-dire qu'ils représentent 35 à 50% des PT, des protéines totales. Ils sont transportés, c'est-à-dire ils transportent le cholestérol, le calcium, le bilirubine et d'autres paramètres. C'est-à-dire, en cas de lipémie, les facteurs qui peuvent nous fausser la mesure ou l'évaluation des albumines, les terminales tout à l'heure, la lipémie et l'hémolyse. Les causes lipoalbuminées, les pertes rénales, c'est-à-dire des rénopathies, perte de protéines par rénopathie, qui qu'on a une altération rénale, c'est-à-dire les reins, ils laissent passer ces albumines-là avec les urines. C'est pour cette raison le taux de ces protéines-là, ces albumines-là, il diminue dans le sang. On a une production hépatique abaissée. Les albumines sont synthétisées par le foie. Quand on a une insuffisance hépatique, une diminution des albumines dans le sang. En cas d'inflammation, on a parlé des facteurs inflammatoires, des nécroses hépatiques, des cachexie, des syndromes néphrotiques, l'hypercholestérolémie plus l'hypoalbuminémie, c'est-à-dire les maladies rénales. On a le cholestérol, c'est-à-dire يطلع وتودنا l'albumine parce que laisse passer l'albumine parce que عندهم la taille moléculaire qui est diminuée. Le cholestérol ما يخلوش, c'est-à-dire laisse pas passer, il filtre mal le cholestérol parce que la taille du cholestérol elle est grande. Donc, le troisième facteur de la diminution de l'albumine dans le sens qu'on a une séquestration dans un troisième secteur, par exemple, ou le troisième espace, en cas de péritonite, en cas de pleurésie, en cas de vasculitis, ça veut dire qu'il y a une acide ou l'œdème, il y a accumulation de liquide dans le troisième espace, et dans ce liquide-là, c'est-à-dire il y a une séquestration de l'albumine. Donc, il y a augmentation de l'albumine dans le troisième espace et par la suite une diminution de l'albumine dans le sérum ou dans le sang. Donc, le quatrième facteur biochimique, on a la bilirubine totale. La bilirubine totale, elle est composée de bilirubine conjuguée et non conjuguée. On va se baser surtout sur les non conjuguées, qui sont produites par les macrophages du système réticulo-endothélial, système immunitaire tel que la moelle osseuse, le foie et la rate. Le mécanisme physiologique, c'est-à-dire les macrophages, ils capturent les hématies en fin de vie, les hématies ou les globules rouges vieux, ou là en fin de vie, ils sont phagocytés par les macrophages. Dans un cas, c'est-à-dire dans le cas normal, dans le cas physiologique, les macrophages ils phagocytent les globules rouges. Mais en cas de problème, en cas de pathologie, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire les macrophages,
ils vont phagocyter dans le système intravasculaire, dans les vaisseaux. Ils vont phagocyter les globules rouges. Donc, il y a une libération de l'hémoglobine parce que l'hémoglobine, c'est une protéine qui se trouve dans le globule rouge. Et ces protéines-là, en cas de démolyse, a une libération des globules rouges. Ces globules rouges, libération des hémoglobines. Et ces hémoglobines sont capturées et phagocytées par les hépatocytes et les macrophages. Donc, et ces bilirubines sont transportées par les bilirubines. Ils sont transformés. Pardon, les bilirubines non conjuguées ils sont transformés. Et ce qui nous favorise, nous donne une diminution de ces bilirubines dans le sang. Donc, les bilirubines totales à une certaine concentration, tu as une hyperbilirubinie, où là, ça se traduit sur le plan clinique par des ictères. L'augmentation des bilirubines dans certaines maladies, généralement responsable de la destruction des hématies, des anémies hémolytiques à médiation immunitaire, ce qui est un défaut au niveau du système immunitaire. Par exemple, les mycoplasmes, les leptospiroses, les FeLV, les leucémies, les dommages oxydatifs par des intoxications, par exemple le paracétamol, on a une formation du corps de Hens qu'on a vu tout à l'heure, les processus néoplasiques ou tumoraux, les sarcomes, diminution de la masse hépatique dans les insuffisances hépatiques, parce que les bilirubines sont produits ou synthétisés par les hépatocytes, le foie, les hépatocytes. Autre paramètre qui est le calcium, c'est un ion très important dans la biochimie, c'est-à-dire il intervient dans la minéralisation osseuse, il intervient aussi dans la régulation et la perméabilité des membranes cellulaires. Il est responsable de l'excitabilité musculaire et la coagulation sanguine et l'activation hormonale. Le calcium, il est sous forme il est sous trois formes dans le sang. Il est sous forme libre ou ionisée. Il est sous forme liée à des protéines, l'albumine à 40%, forme ionisée au libre 55% et forme complexe avec les lactates ou les acides organiques à 5%. Il est recommandé ou il est indiqué en cas de polyurie, polydipsie et d'insuffisance rénale chronique, en cas de suspicion d'une tumeur, parce que dans les processus tumoraux, une hypercalcémie, le taux de calcium il augmente. En cas de troubles nerveux, les épilepsies et les tétanies. Le sixième paramètre biochimique est le cholestérol et les triglycérides sont des lipoprotéines ou des lipides. Ces lipides-là sont transportés par des lipoprotéines qui sont les very light density lipoprotéines, sont huma khamsa, ou les intermediate density lipoprotéine, ou la light density lipoprotéine, ou la high density lipoprotéine. Ou chez l'homme, on a le cholestérol mauvais ou le bon cholestérol. Mais chez les petits animaux, on a 4 types de lipoprotéines. Donc, en cas d'hyperlipidémie ou l'augmentation des lipides dans le sang, on a l'augmentation des triglycérides et le cholestérol en circulation. La lipémie elle est causée par la présence des chylomicrons. Les chylomicrons, les VLDL, les IDL, LDL ou HDL. Et pour mesurer généralement les triglycérides, on mesure les chylomicrons. Généralement, on mesure les very light density lipoprotéines. Le premier paramètre de cholestérol triglycérides, on va essayer d'expliquer un peu les cholestérols.
C'est un marqueur très important du déséquilibre métabolique. Il est synthétisé par une grande partie par le foie, aussi par les intestins et les glandes surrénales, ou là les adrénales, les glandes adrénales. Il est difficile à dégrader, il est stable. L'exploration, quand on a par exemple une suspicion d'une altération au dysfonctionnement des glandes endocrines, par exemple la thyroïde, le diabète, le pancréas ou les glandes surrénales, on mesure le cholestérol. On appelle ça les dysendocrines, dysfonctionnement des glandes endocrines. Les causes de hypercholestérolémie ou la production accrue des lipides, la production accrue des cholestérols par soit les intestins ou bien par le foie. Donc, ou bien une hyperlipidémie, hypercholestérolémie postprandiale physiologique, c'est-à-dire quand il ingère une diète qui est riche les lipides, les cholestérols ou les triglycérides, ils vont augmenter dans le sang. Les néphropathie, il y a une diminution du taux de filtration rénale. Il ne filtre pas bien ces triglycérides et le cholestérol. Lipolyse, une destruction très augmentée de cholestérol. En cas d'hypothyroïdie canine, pancréatite, les diabètes, le Cushing, les corticothérapies exogènes, les hépatopathies, des maladies hépatiques. Les causes d'hypocholestérolémie, les cachexie, les insuffisances pancréatiques exocrines, les entéropathies, parce que les entéropathies, par exemple, les diarrhées, c'est-à-dire une libération ou élimination très accrue des cholestérols et le cholestérol, ou malabsorption, malassimilation au niveau intestinal. Et en cas d'addition, l'addition, c'est le contraire du Cushing. On a une hypoadrénocorticisme, une production diminuée du cortisol au niveau des glandes adrénales. On va voir les triglycérides, toujours des lipides exogènes par voie alimentaire, et aussi sont produits par les cellules hépatiques. La mesure des triglycérides, elle se fait toujours avec cholestérol, jamais seul. L'évaluation de cholestérol et triglycérides ensemble. L'augmentation, la triglycéridénique se détecte quand on fait la centrifugation du sang, non pas la couleur lipimique du sérum ou du plasma. L'augmentation des triglycérides en cas d'une synthèse ou production élevée par les hépatocytes, postprandiale, après une alimentation, ingestion d'une alimentation riche en graisse, une dégradation anormale des triglycérides, et en cas de Cushing corticothérapie. On va voir un autre paramètre, c'est très important, c'est le CK créatine kinase. C'est une enzyme produite par le muscle strié ou par le cœur, le myocarde. Donc, elle est relâchée en cas de problème, une altération cardiaque ou musculaire. On trouve les CK d'un nombre très important, très élevé dans le sérum ou le plasma. C'est-à-dire les CK augmentent en cas de pathologie cardiaque ou pathologie musculaire, myosite par exemple, ou suite à un exercice physique intense. On va voir maintenant un autre paramètre qui s'appelle CRP, ou les protéines C réactives. Elles sont synthétisées par le foie. En cas d'inflammation, c'est-à-dire les facteurs inflammatoires qu'on a vus, les cytokines IL1, IL6, ils favorisent la synthèse des CRP par les hépatocytes. Les CRP augmentent très vite
24 heures après, par exemple, une installation d'un processus inflammatoire et beaucoup, des fois à 100% de la valeur initiale. Toujours, il augmente en cas de processus inflammatoire, en cas de processus traumatique ou en cas de chirurgie, une grande manipulation des viscères. Maintenant, on va voir la créatinine. La créatinine, c'est un paramètre rénal, c'est très important. Elle reflète l'état des reins. Elle est produite par la dégradation de la créatine, qui c'est une protéine au sein du muscle. Elle est dosée avec, toujours, on mesure la créatine avec l'urée et la densité urinaire. Jamais la créatinine seule, ou l'urée seule, ou la densité urinaire seule. Elle est éliminée par le rein, donc on va voir pourquoi, c'est-à-dire comment elle est éliminée, comment elle est filtrée et réabsorbée par les tubules rénaux. Donc, elle est filtrée par les glomérules ou les néphrons. Hypercréatinémie, elle s'appelle azothémie. Se traduit par la diminution du taux de filtration glomérulaire, la TFG. Donc, quand on a une TFG diminuée, ça se traduit par une augmentation du créatinine dans le sang. Donc, on mesure la créatinine. C'est un cas d'azothémie. Les azothémies, on a l'azothémie pré-rénale, rénale et post-rénale, c'est très important là. Donc, il faut se concentrer un petit peu avec moi. Donc, l'azothémie, la due ou la densité urinaire normale chez les chiens, elle est plus de 1030. Ou chez le chat, elle est plus de 1035. La densité urinaire, elle est mesurée par spectrométrie. Donc, on met une petite goutte dans l'appareil et avec, c'est-à-dire, on voit à travers la loupe, donc on mesure la densité urinaire. On va voir la créatinine. فتحي راك معايا فتحي Oui, docteur, أنا معك. راك معايا Oui. Attends. C'est très clair. Vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer les différents types d'azothémie. On va un autre paramètre qui est l'urée et le SDMA. Donc, l'azothémie pré-rénale, on a l'urée augmentée, mais pas de perte de la masse musculaire, la masse rénale fonctionnelle. La masse rénale, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire le rein, il n'est pas atteint, le rein, il filtre très très bien. La filtration glomulaire, elle n'est pas touchée, mais la densité urinaire, elle est moins de... la densité urinaire, elle est plus de 1300 chez le chien et chez le chat, 1035. Donc, on a une azothémie pré-rénale. Il faut bien, l'urée, il est augmenté, mais la densité urinaire, elle est normale. Ça veut dire que le rein, il n'est pas touché. Les néphrons, c'est-à-dire, sont fonctionnels. Donc, c'est-à-dire le taux de filtration glomérulaire a baissé. En cas, c'est un cas physiologique, c'est pas pathologique. Hein? C'est-à-dire en cas d'hypotension, en cas de déshydratation, en cas d'état de choc, en cas d'insuffisance rénale gauche. Hypotension, ça veut dire que le sang, il n'arrive pas d'une façon adéquate au rein. C'est-à-dire la tension rénale, la pression rénale, elle est diminuée. Ou bien l'animal il est déshydraté, on a une hypovolémie, le volume sanguin il est diminué, ou là une insuffisance cardiaque gauche. Ça veut dire que le cœur il n'arrive pas à bomber ou à pomper le sang d'une façon adéquate pour qu'il arrive en quantité suffisante au rein. Tout ça peut nous provoquer une diminution de le taux de filtration.
Donc, ou bien une production élevée de l'urée, une production élevée de l'urée. En cas de fièvre, les corticoïdes, ils peuvent provoquer l'augmentation de la production de l'urée, les hémorragies digestives et les repas riches en protéines. C'est l'azotémie prérénale. L'urée طالع ou la densité urinaire, la densité elle est normale. Deuxième type d'azotémie, les azothémies, pardon. Deuxième type d'azotémie, l'azotémie, pardon. L'azotémie rénale. L'azotémie rénale, donc l'urée, il est augmenté et il y a une diminution du taux de filtration glomérulaire propre, c'est-à-dire causée par la perte fonctionnelle des néphrons ou des glomérules. Et la densité, elle est diminuée chez le chat à 1035 et chez le chien à 1030. Donc, je répète, les azothémies rénales, l'urée augmentée, la densité, elle est diminuée, c'est-à-dire elle est diminuée chez le chat et chez le chien. Donc, dans ce cas-là, on peut diagnostiquer une insuffisance rénale chronique. Mais il faut investiguer ou il faut voir aussi la glucose dans les urines ou glucosurie ou la hypercalcémie ou le diabète insipide. Ça veut dire que les trois, par exemple, les trois pathologies, تكون عندنا l'urée طالعه وتكون عندنا la densité urinaire هاوده. Donc, on ne va pas diagnostiquer automatiquement une azothémie rénale. Donc, on va voir la glucose dans les urines, on chauffe le calcium dans le sang, on chauffe le glucose dans le sang pour écarter, pour éliminer le diabète et l'hypercalcémie en cas de processus tumoraux. Le troisième type de l'azothémie, c'est les post-rénales. Les azothémies post-rénales, toujours l'urée augmentée, mais la densité urinaire, ça dépend. Des fois, on peut diminuer, des fois, on peut augmenter. Mais elle se traduit généralement par une obstruction urinaire, soit au niveau urétral, c'est-à-dire la voie urinaire basse, ou bien un uroabdomen. Uroabdomen, ça veut dire une présence d'urée dans l'abdomen qui est provoquée par une rupture de la vessie. Donc, l'azothémie post-rénale, l'urée, elle est augmentée et on doit, par exemple, on doit vérifier la taille de la vessie par palpation, par voie abdominale, ou bien avec une échographie, نشوف إلا ما كانش عندنا l'uro-abdomen ou un épanchement, la présence de l'urine dans l'abdomen. Donc, on va passer la diminution de l'urée. L'urée diminue en cas d'insuffisance hépatique parce que l'urée, elle est produite par une urée, elle est produite par le foie. En cas de chute portosystémique, tout à l'heure, en cas où le foie il reçoit l'ammoniac d'une quantité diminuée, donc il y a l'ammoniac, l'urée, il vient la dégradation de l'ammoniac. Donc, quand on a le foie, il reçoit pas, c'est-à-dire une quantité suffisante, grande quantité d'ammoniac, donc automatiquement, on a une production de l'urée diminuée, ou bien une élimination rénale exagérée en cas de polyurie polydipsie, en cas d'hyperhydratation par fluidothérapie ou par un lavage de cortico-glomérulaire. Donc, on va voir un autre paramètre, avant le glucose, on va voir un autre paramètre rénal qui est SDMA. SDMA, c'est un paramètre qui a été mis en évidence ou découvert dernièrement par les laboratoires IDEX. SDMA, c'est diméthylarginine symétrique, c'est-à-dire c'est un biomarqueur, c'est-à-dire où il n'a pas la présence dans le plasma ou dans le sang, le début de la maladie rénale. Par contre, la créatinine, c'est-à-dire
quand il y a une perte à peu près de 70% des néphrons, la créatinine commence à augmenter dans le sang. Par contre, la SDMA, quand il y a une perte à peu près de 25% de la fonction rénale ou des néphrons, c'est-à-dire il y a une mise en évidence de SDMA. Donc, le SDMA, c'est un paramètre précoce. Il est meilleur que la créatinine dans la détection des altérations rénales. Que l'SDMA meilleur que la créatinine et meilleur que l'urée. Donc, il n'est pas affecté par la masse corporelle. Par exemple, un animal qui a une masse qui a des muscles bien développés, physiologiquement, il a le taux de créatinine élevé dans le sang sans qu'il n'y ait une altération rénale. Donc, c'est physiologique. Donc, l'augmentation de la SDMA, c'est-à-dire quand on a une diminution de TFG ou le taux de filtration glomérulaire à 25% ou une perte de 25% des néphrons, la SDMA se trouve, c'est-à-dire elle est mise en évidence dans le sang. Et par contre, la créatinine, elle commence à augmenter qui qu'on a 75% des pertes de la fonction rénale ou 75% des pertes des néphrons. C'est un paramètre rénal très important dans la détection de l'altération rénale. Donc, et pour diagnostiquer l'IRC ou l'insuffisance rénale chronique, il y a une classification IRIS. C'est une classification, c'est une étude qui a été mise en évidence dernièrement. C'est-à-dire, cette étude, elle classe les maladies rénales en 4 stades. Donc, en se basant sur la mesure de la créatinine, les SDMA, l'UPC ou le rapport protéine-créatinine dans les urines, ou là, la pression artérielle systémique ou générale. Donc, stade 1, on a la créatinine moins de 125. Par exemple, chez le 140 chez le chat. Le SDMA, c'est très important, moins de 18 chez les deux espèces. L'UPC, ou le rapport, l'UPC, c'est-à-dire on divise les protéines sur les créatinines des urines. Là, nous avons moins de 0,2. Donc, le rein, il n'est pas atteint. Le deuxième stade, donc la créatinine, elle est 125 à 250. Il a entre 125 à 250. Donc, le rein, on a une maladie rénale chronique stade 2. Les SDMA 140-250, 18-35 chez les deux espèces, où l'UPC, il est entre de 0,2 à 0,5 le deuxième stade et troisième stade. Donc, SDMA à 36 à 54 chez le chien et chez le chat 25-38. Et en quatrième stade, qui est un stade plus avancé, la créatinine est à 440 micromoles par litre ou 5 mg par décilitre. Chez les chats et chiens, il a SDMA 54 chez le chien, 38 chez le chat. L'UPC, il est plus 0,5 chez le chat, chez le chien, et 0,4 plus de 0,4 chez le chat. Ou là, une protéinuria. C'est une présence de protéines dans les urines, qui n'est pas normale en cas c'est-à-dire en cas normal, on ne trouve pas les protéines dans les urines. On trouve quelques traces, mais pas, c'est-à-dire une grande quantité de protéines. Aussi, on peut se baser pour diagnostiquer les maladies, les insuffisances rénales chroniques. Sur la créatinine ou la SDMA, c'est une courbe, madame le stade de la maladie avance, ou bien par une imagerie,
rayon X, radiologie ou l'échographie, ou là, qui m'a fait tout à l'heure, la créatinine dans les urines. Bon, le diagnostic aussi par la créatinine SDMA, plus la densité urinaire. La densité urinaire qui m'a dit normalement, elle est plus de 1030 chez le chat, chez le chien, 1035 chez le chat. Madame Twoud, Madame Kounadna, filtration rénale diminuée. Donc, je faisais tout à l'heure l'urée, la diminution de l'urée, l'augmentation de l'urée. Donc, je fais un paramètre très important. Fethi rak معايا? Allô? Fethi? Oui, docteur, on est معاك. تسمع مليح؟ Oui. Donc, d'accord. Donc, il y a aussi le paramètre biochimique très important qui est le glucose pour mesurer s'il y a une hyper ou hypoglycémie. Le glucose, il est contrôlé par plusieurs, la synthèse et l'élimination du glucose, elle est contrôlée par plusieurs organes, en premier lieu le pancréas, le foie, les muscles et les glandes pituitaires ou l'hypophyse. Donc le pancréas, il synthétise l'insuline et le glucagon. L'insuline et le glucagon sont deux paramètres qui interviennent dans la régulation du glucose. Par exemple, quand elle augmente l'insuline, le glucagon est haut et par la suite, ça diminue le taux du glucose. Quand il augmente le glucose, diminue l'insuline et par la suite, il augmente le taux du glucose. Donc, l'insuline, elle est stimulée par l'hyperglycémie, par le feedback négatif. Ça veut dire, quand il y a le taux de glucose, il augmente, le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de synthétiser l'insuline par un feedback négatif. Il y a l'inhibition de la glycogénolyse. C'est un effet net diminution de la glycémie. Ça veut dire hyperinsulinémie, c'est-à-dire une hypoglycémie. Diminution de la glycémie. Et le contraire du glucagon. Qui glucagon, c'est-à-dire il est stimulé par l'hypoglycémie, l'insuline. Et par la suite, l'insuline, elle intervient dans la régulation du glucose, comme le glucagon et l'insuline. Le foie, c'est-à-dire il intervient dans la réserve ou l'accumulation du glucose sous forme de glycogène sous l'effet de l'insuline, tout à l'heure. En cas de, par exemple, de hypoglycémie, qu'est-ce qu'il fait? Il libère le glucose sous forme de glycogène ou glycogénolyse par le phénomène glycogénèse ou la glycogénolyse, la dégradation des glycogènes. Donc, même les corticos et l'adrénaline interviennent dans la régulation du glucose. Les muscles aussi, ils interviennent dans les tissus adipeux, c'est-à-dire l'insuline cause l'hypoglycémie, il favorise le stockage du glucose dans les myocytes et l'adipocyte. Ça veut dire que quand on a le taux d'insuline dans le sang, qu'est-ce qu'il fait? Le muscle et les tissus adipeux, le tissu gras, il ne libère pas le glucose dans le sang. Et troisième organe, c'est les glandes, c'est l'hypophyse. Il synthétise les gonadotropines, qui sont des hormones de la croissance. Ces hormones-là, ils mobilisent la réserve et augmentent la glycémie par le phénomène de gluconéogenèse. Les causes de l'hyperglycémie, adna secondaire au stress, adna stress qui dit stress, dit cortisol et dit hyperglycémie. Il favorise la libération favorise la libération du glucose.
Aussi, les médicaments et les substances toxiques, par exemple les médicaments, les corticos par voie exogène, les anesthésiques, les glandes, les thyroxines, la glande thyroïde. Aussi, en cas d'hyperthyroïdie, on a une hyperglycémie, les intoxications par éthylglycol, les diabètes sucrés. On a deux types de diabète, type 1, type 2. Type 1, on a un diabète qui dépend de la production de l'insuline, qui a par exemple une altération pancréatique ou une atrophie pancréatique des cellules des Greyhound, ou congénitale chez la race Kichong, ou destruction ou altération des cellules bêta du pancréas. C'est le type 1 de diabète, c'est-à-dire ce diabète-là, il dépend de la production de l'insuline. Quand il y a une diminution de l'insuline, il y a une augmentation du sucre ou du glucose, hyperglycémie type 1. Hyperglycémie type 2, on observe surtout ce type d'hyperglycémie chez les chats. Il n'est pas dépendant, de l'insuline, c'est-à-dire les cellules bêta sont peu sensibles au stimulus de l'hyperglycémie. Quand on a une hyperglycémie, qu'est-ce qu'il fait? L'hyperglycémie, le diabète, le pancréas, il ne produit pas suffisamment d'insuline pour que la glycémie haute. Donc, c'est un type de diabète un peu c'est-à-dire il est un peu dangereux chez le chat. Autre type, autre facteur, on a les pancréatites, le Cushing et les processus néoplasiques. On a les causes d'hypoglycémie, on a les médicaments, par exemple l'insuline par voie exogène, les insuffisances hépatiques, on a les augmentations exagérées, l'alimentation ou bien l'ingestion exagérée c'est l'augmentation de en cas d'un effort intense ou exercice physique intense, on a une augmentation exagérée du glucose en cas d'effort extrême et lactation. C'est pas une augmentation, c'est le contraire, diminution. C'est-à-dire le corps, il absorbe ou bien il dégrade, il métabolise d'une façon conséquente les glucoses. C'est pour cette raison ça provoque l'hypoglycémie et l'hypoadrénocorticisme ou bien la DISSON, une tumeur pancréatique ou l'insulinome, a une augmentation accrue de l'insuline, donc le glucose il diminue, on a les bactériémies ou les sepsis, par exemple les endotoxémies. On a les intoxications par xylitol et les hypoglycémies juvéniles ou néonatales sont des hypoglycémies physiologiques chez les animaux jeunes ou les races de petites races. Bon, je pense que c'est le dernier facteur biochimique, c'est le folate et la vitamine B12. La vitamine B12 et le folate, ils nous détectent s'il y a par exemple une altération intestinale. Le folate, il est apporté par voie exogène, par voie alimentaire. Il est aussi synthétisé par les bactéries intestinales. Il est absorbé par le jejunum, qui est la partie, il y a duodénum, jejunum et l'ileum. Il est stocké dans le foie. La concentration, c'est-à-dire elle baisse pas rapidement. C'est-à-dire qu'on a une carence vraiment exagérée, prolongée, une carence dans ce moment-là. C'est-à-dire on observe une diminution du taux de folate. Et deuxième facteur intestinal qui est la B12 ou la cobalamine. Elle est apportée par voie exogène, absorbée au niveau des iléums. Elle est indiquée en cas de suspicion d'hyperprolifération ou croissance bactérienne au niveau intestinal, ou là une suspicion de maladie intestinale chronique inflammatoire MICI avec infiltration pariétale.
question de docteur Kadari. S'il vous plaît, docteur, comment différencier entre CK musculaire et cardiaque? CK musculaire et cardiaque. Les CK musculaires et cardiaques, c'est une protéine, c'est une seule protéine qui se trouve dans les muscles striés et dans les myocardiocytes. On ne peut pas différencier. C'est-à-dire, il veut dire, par exemple, s'il y a par exemple les CK élevés dans le sang, est-ce qu'on va se diriger vers une atteinte musculaire ou là une atteinte cardiaque? Donc, on peut faire autre examen. Par exemple, les atteintes cardiaques, les échocardiographies, l'imagerie, ou là, par exemple, une radiographie, je fais l'état du cœur, ou les atteintes musculaires, on peut se référer par exemple, je fais par exemple la température si elle est élevée, donc on peut suspecter une atteinte, une myosite ou une atteinte musculaire. Mais généralement, les CK, mais une atteinte, une altération cardiaque ou une altération musculaire. Non, les CK, il y a un problème cardiaque ou un problème musculaire. L'SDMA, c'est un paramètre très précoce qui intervient, il nous aide à détecter les altérations ou les maladies rénales. Par exemple, le précoce, l'SDMA, c'est-à-dire il est dans le sang ou là, il est mis en évidence dans le sang quand il y a une perte fonctionnelle à peu près de 25% des néphrones, c'est-à-dire que le rein, le rein, ça il moute. Le SDMA il est dans le sang. Par contre, la créatinine, le rein il monte à 70-75%, la créatinine dans le sang. C'est un paramètre très très important dans la détection des pathologies rénales. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question du confrère. Est-ce qu'on peut constater lors d'une insuffisance cardiaque, bon, quel est le paramètre le plus important? Les insuffisances cardiaques? Oui, les paramètres les plus importants. C'est les CK. Les CK. Mais qui m'a, c'est-à-dire j'ai répondu à la question antérieure, mais dans ce cas-là, il faut toujours faire d'autres examens. C'est bon? Donc il faut toujours faire autre examen, Fethi. Voilà. Tel que l'imagerie, tel que l'échocardio, tel que, par exemple, les tests plus avancés, les TAC, la radiographie, tout ça. Les ECG, les électrocardiogrammes. Normalement, واش نشوفوا في l'échographe, c'est ça. Dans quel cas? Érythrocytose primaire. Érythrocytose Primaire. أيوة. واش نشوفوا في l'échographe. Lors d'une érythrocytose primaire, alors, généralement, c'est-à-dire qu'on a au niveau de la moelle osseuse une production anarchique, anormale des cellules, des globules rouges, ou là, les globules rouges, les érythrocytes. Donc, ce qu'il fait, une échographie pour visualiser les reins s'il y a par exemple une néoplasie rénale, parce que on a une production très accrue les érythropoïétines. C'est-à-dire, érythrocytose primaire, on a éliminé les autres causes, la polycythémie vera, une échographie rénale pour détecter s'il y a par exemple une tumeur rénale, pardon. Parce que une processus néoplasique rénale, il y a une forte
une forte probabilité où on a une augmentation de l'EPO. Ou l'EPO intervient dans la synthèse, la production des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. D'accord, docteur. Autre question. Lors de lithiase urinaire récidivant, voilà. Quelles sont les analyses à privilégier pour détecter une insuffisance rénale? Lithiase rénale, qui a une suspicion de lithiase rénale, ça se traduit par une obstruction. Obstruction les voies soit urinaires hautes, par exemple au niveau du bassinet ou là les deux urétères, ou là au niveau des voies urinaires basses, au niveau de l'urètre. Donc, on fait premièrement l'imagerie, une radiographie avec contraste, ou là une radiographie simple. Il y a par exemple des calculs radio opaques qui nous la radiographie, ou en plus de ça, on dit analyse des urines. Les analyses des urines, c'est-à-dire pour détecter si les urines contiennent les glucoses, les protéines, du sang, l'acide ascorbique, le pH des urines, la densité urinaire, l'analyse des urines. Plus l'analyse microbiologique des urines, il y a une présence bactérienne. Et troisième test, troisième examen, ou troisième examen, c'est l'analyse sanguine. L'analyse sanguine qui comprend surtout les paramètres rénaux. La SDMA, si c'est possible, la CREA, l'urée, les protéines totaux et l'albumine. Bon, plus généralement le perfil rénal. Alors, en cas de lithiase, on a une azotémie, par exemple, lithiase au niveau des voies urinaires basses, urètre par exemple. On a une azotémie post-rénale, l'urine et la densité, ça dépend. Urinaire, ça dépend de quoi. C'est bon? Merci, docteur. Donc, lithiase urinaire, pour les diagnostiquer, l'imagerie, soit l'écho ou la radio avec contraste ou sans contraste, examen des urines, analyse urinaire et analyse sanguine. Dans le cas du cancer, qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'examen sanguin? Généralement, les tumeurs et les cancers, nous avons généralement une hypercalcémie, c'est-à-dire le taux du calcium, il est très élevé. Mais tumeur, à quel niveau tumeur pour bien c'est-à-dire localiser la tumeur, c'est-à-dire on fait un bilan général qui contient les paramètres hépatiques, les paramètres rénaux, les paramètres pancréatiques, les paramètres gastro-intestinaux, et plus l'hématologie pour voir s'il y a des anémies, généralement qu'on a des anémies, les lignées rouges, blanches, les plaquettes. Mais généralement, un perfil ou un bilan sanguin général qui contient plusieurs paramètres. Mais généralement, dans les tumeurs, nous avons les hypercalcémies. Merci, docteur. Autre question, docteur Kadari. S'il vous plaît, le minimum d'appareils nécessaires dans un mini-labo vétérinaire. D'accord. Le minimum appareil nécessaire dans un laboratoire. Premièrement, minimum, et le microscope. C'est très important. Le microscope, avec un frottis, on peut avoir beaucoup de choses. Beaucoup d'idées c'est-à-dire d'idées qui nous aident pour diagnostiquer. Microscope, les bandelettes d'urine ne sont pas chères, ils sont disponibles. Par exemple, les automates, les appareils de l'hématologie, les appareils de biochimie, par exemple, les appareils هذوما les plus importants. Il y a d'autres paramètres qui, par exemple, où on voit des échantillons au laboratoire. Mais les plus basiques, c'est la biochimie, l'hématologie, la biochimie, les bandelettes, un microscope,
Et c'est tout. Quels sont les paramètres les plus utilisés chez les paramètres اللي نلقاوهم بزاف في التيران. Bon, غادي نهضر لك chez les petits animaux. Hein. Voilà. Et pour les restes des animaux. Les paramètres les plus utilisés, la clinique quotidienne petits animaux. Bon, les paramètres biochimiques, les alates, les acides, phosphatase alcaline, les CK, les bilirubines, le cholestérol, les triglycérides, le glucose, les albumines, les globulines, les deux constituent les protéines totales, ou le SDMA. الصوالح اللي تكلمنا عليهم c'est-à-dire هادو les plus basiques. Hein? Oui, docteur. Pour les azotes et les alates les pales et les pales. Hein? Est-ce qu'on a des problèmes hépatiques et on les réalise associés ou non? Bon, pour une suspicion d'une hépatopathie, généralement, c'est les alates. C'est plus spécifique que les acides. Et les pales, c'est pour les canaux biliaires, c'est pour les cholestases, pour la vésicule biliaire, pour les tumeurs des canaux biliaires. Généralement, les trois. Les alates, c'est plus spécifique que les acides. Et les acides et les pales, et les phosphatases alcalines. D'accord. Autre question de docteur Mazari. Pardon. Pour la question des tumeurs, pour la question du tumeur, par exemple, on peut réaliser une aspiration avec une aspiration avec une aiguille fine ou là une biopsie, par exemple, suite à une chirurgie, l'animal, on a par exemple une masse pancréatique, une masse hépatique, on fait la biopsie, on va au laboratoire. Ou bien une masse cutanée. On fait une aspiration avec une aiguille fine, on l'étale sur porte-objet, on déroule les colorations, ou là on la sèche, on le bat directement au laboratoire. Ou là même on peut visualiser, par exemple, dans la clinique sous le microscope, s'il y a par exemple des cellules néoplasiques ou inflammatoires. C'est-à-dire c'est des moyens de diagnostic basiques, rudimentaires, pour poser un diagnostic. Le microscope, par exemple, il coûte 1000 fois rien du tout. Il est indispensable dans une clinique vétérinaire. Elle coupe, docteur. Elle te pas. La question, est-ce que l'utilisation de l'abstix humain, les bonnes dates, si, d'accord, pour détecter une cytonurie, lors de toxémie de gestation ou bien de cétose de la vache? Bien sûr, on peut utiliser les bandelettes à usage humain chez tous les... Parce qu'il y a généralement, qu'est-ce qu'elle fait la bandelette? Elle détecte les paramètres liquénifiés, quelles que soient les urines humaines, les urines d'un chat, d'un chien, d'un furet, d'une vache, d'un cheval. L'essentiel, elle détecte c'est-à-dire le taux, les valeurs de référence de ces paramètres-là diffèrent d'une espèce à une autre. Mais on peut l'utiliser, à mon avis, moi chez les petits animaux, j'utilise des bandelettes à usage humain. Même que malgré que j'ai des bandelettes, c'est-à-dire à usage vétérinaire. Mais on peut utiliser chez les petits animaux. Hein. Oui, docteur. Concernant les frottis vaginaux, on commence toujours par l'antibiogramme ou l'antifoginogramme. Alors, quel est l'objectif de le frottis? C'est-à-dire, il doit bien préciser pourquoi on va réaliser un frottis et voir un frottis sous le microscope. Par exemple, pour détecter une infection vaginale, pour détecter par exemple une tumeur vaginale, pour détecter par exemple le stade où elle se trouve la chienne ou la chatte, si elle est en chaleur, si elle est en oestrus, c'est-à-dire, premièrement, on doit bien spécifier l'objectif du test.